Voilà, bonjour. Euh, voilà, très chers auditeurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce podcast. Euh, il est nouveau, donc nous allons comme ça l'introduire. Nous allons euh, comme ça régulièrement essayer de faire on va dire quoi, une sorte de revue un peu voilà, panoramique de l'actualité africaine, revenir sur en fait les 5 à 6 derniers jours, revenir comme ça sur les points d'actualité importants, euh, parler, en fait essayer d'expliquer avec en fait plus ou moins de détails, voilà, parce que c'est pas forcément tout le monde qui a la possibilité en fait, le temps surtout de lire régulièrement les journaux. Donc, c'est une offre que voilà notre rédaction envie de vous faire. On a essayé de parler un peu de ça en rédaction. On s'est dit bon, peut-être serait intéressant. Voilà, parce que nous sommes un nouveau journal en ligne sur la place. Nous faisons dans l'actualité beaucoup plus africaine. C'est vrai, de temps en temps, il y a aussi des sujets de planète qui nous intéressent. Mais bon, donc on s'est dit en rédaction, en équipe, on s'est dit bon, peut-être ce serait intéressant parfois de faire des récapitulatifs, de revenir un peu brièvement sur ce qui s'est passé, des points importants. Euh, on 10, le 10 minimum à 30 minutes, de revenir sur ces points d'actualité, voilà, de partager ça avec ceux qui n'ont forcément pas qui n'ont pas forcément la possibilité de et le temps surtout de lire voilà, les journaux, de s'informer régulièrement. Voilà, donc aujourd'hui c'est la toute première édition, c'est la toute première fois qu'on le fait. Nous prions en fait, de nous dire en commentaire voilà, comment vous trouvez cette initiative, est-ce qu'elle vous plaît. Peut-être aussi vous pourrez nous dire en rédaction quels sont les sujets que vous aimeriez bien voir traités. Ou alors peut-être vous avez des questions sur des points d'actualité précis concernant le continent ou alors éventuellement aussi voilà, d'autres pays de la planète. Voilà, donc sans plus tarder, hein, nous allons commencer comme ça avec le Libéria. Voilà, au Libéria, il y a eu, c'était voilà, le 7 novembre, il y a eu George Weah, le président, qui s'est dit déterminé à combattre la corruption au Libéria. Nous avons fait un article dessus. Il s'agissait effectivement du président, le docteur George Mani Weah, qui a réitéré sa détermination à combattre la corruption aussi vigoureusement que possible afin de répondre aux espoirs et aux aspirations croissantes des Libériens en matière de transformation socio-économique. Voilà. Donc il a réitéré cet engagement. C'était, voilà, j'ai dit tout à l'heure le 7, c'était plutôt le 6 novembre. Vendredi le 6 novembre, il a réitéré cet engagement lors de la présentation d'un rapport anticorruption présenté par les institutions en charge de la lutte contre la corruption au Libéria. Le rapport, quant à lui, est issu d'une conférence nationale qui a eu lieu au Libéria, une conférence nationale anticorruption. Et ce rapport contient des recommandations, des stratégies, des méthodes pour lutter contre la corruption dans le secteur public libérien. Voilà. Donc, entre autres, le président George Weah a dit je vous ai promis mon soutien indéfectible dans la lutte contre la corruption. Je ne doute pas que ce document représente la volonté du peuple libérien et qu'il sera pleinement mis en œuvre. Voilà. Et en félicitant les membres, et en félicitant par ailleurs les membres des institutions qu'on appelle au Libéria institutions d'intégrité, dont ce sont les institutions en charge de la lutte contre la corruption, dont le président libérien, George Weah, en fait, il a entre autres aussi dit vous avez fait exactement ce que les Libériens exigent et nous soutiendrons cet effort au maximum. Il poursuit en disant la lutte contre la corruption est une priorité pour ce gouvernement
Je travaillerai avec les autres branches au gouvernement pour faire en sorte que nous réussissions dans la lutte contre la corruption. Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait valoir. Donc, comme je le disais au début, il y a une conférence nationale dite anticorruption au Libéria. Elle a eu lieu le 7 et le 9 septembre dernier. Elle a eu lieu à Monrovia, dans la capitale du Libéria. Voilà. Donc ça c'était pour le Libéria. Voilà, donc après le Libéria, on passe au prochain sujet. En fait, point d'actualité qui est aussi assez intéressant. Ça, il s'agit du Nigeria. Le Nigeria, en fait, le Sénat nigérien exige vraisemblablement l'arrêt des évacuations sanitaires du président de la République fédérale, Muhammadu Buhari. Voilà, donc, depuis qu'il a pris ses fonctions, le président Muhammadu Buhari, depuis qu'il a pris ses fonctions en 2015, le 29 mai 2015 pour être plus précis, il se serait embarqué environ 5 fois pour des voyages médicaux à l'étranger, particulièrement à Londres, en fait en Angleterre, couvrant une période à peu près de pas moins de 170 jours quand même, des 1987 jours qu'il est au pouvoir, donc à peu près 8,56% du temps qu'il est déjà au pouvoir. Muhammadu Buhari a passé à l'étranger. En fait, il a fait des voyages, il a entrepris des voyages médicaux à l'étranger. Bah donc il y a eu apparemment, en fait ça plaît pas forcément à tout le monde. Il y a le Sénat qui s'est impliqué dans la chose. Le Sénat au Nigeria, comme dans la plupart des pays, c'est la chambre haute du Parlement. Donc le Parlement a toujours deux chambres. Il y a ce qu'on appelle la chambre basse, qui est l'Assemblée. En fait, dans certains pays, on parle d'Assemblée nationale, en l'occurrence au Gabon par exemple. Ou alors au Togo, ou alors en Centrafrique, au Cameroun aussi, en l'occurrence, voilà. Donc ça c'est la chambre basse. Il y a maintenant la chambre haute qu'on appelle le Sénat. Donc cette chambre haute, c'est voilà, a émis officiellement un avertissement en direction des responsables de ce qu'on appelle au Nigeria the State House. C'est en réalité rien d'autre que la chambre officielle du président nigérian. Donc le président Muhammadu Buhari s'est quasiment vu sommé de cesser, je cite, de se lancer dans des voyages à l'étranger aux fins d'obtention de soins médicaux. Et le Sénat dit, en fait, il a fait valoir que plutôt que de permettre au président Buhari de faire c'est ce qu'ils appellent du tourisme médical, le gouvernement fédéral est responsable de la State House, donc la résidence officielle du président. C'est responsable, le gouvernement fédéral devrait, cette année encore, plutôt mettre de l'ordre dans la clinique privée, en fait réservée aux soins médicaux du président de la République nigérian, voilà, qui se trouve naturellement au Nigeria, que d'entreprendre des vols à l'étranger, des voyages médicaux. Pourtant, il y a une clinique au Nigeria qui est réservée spécialement au président Buhari. Il y a une chronologie en fait, que nous avons publiée sur notre site montonews.com. Une chronologie des voyages, on va dire présumés, du président Buhari pour des soins médicaux à l'étranger. Ça commence en 2016, plus précisément du 5 au 10 février 2016. Le président Buhari aurait pris des vacances de 6 jours pour le Royaume-Uni. Ses médecins vivront en Angleterre, c'est ce qu'il avait fait valoir. Du 6 au 9 juin 2016, il aurait effectué un voyage médical de 10 jours en Angleterre pour se faire opérer d'une infection à l'oreille. Il aurait à cette occasion prolongé son voyage de 3 jours, officiellement pour se reposer. Le 19 janvier, il serait retourné à Londres pour des vacances dites médicales. Le 5 février 2017, il aurait écrit à l'Assemblée nationale pour demander une prolongation de son séjour de maladie à Londres, toujours à Londres, donc
en Angleterre. Le 10 mars 2017, il serait retourné au Nigeria. Cependant, il n'aurait pas repris le travail immédiatement après son retour. La présidence de la République aurait déclaré, enfin le bureau de la présidence aurait déclaré que le président Buhari travaillait à domicile. Le 7 mai 2017, il aurait entrepris un voyage pour Londres. Voilà, toujours pour de nouvelles vacances médicales. Il serait revenu 104 jours après seulement. Voilà. Le 19 août 2017, il serait retourné au Nigeria et il lui aurait fallu un certain temps pour reprendre le travail, car, dit-on, en fait c'est ce qui serait venu du bureau de la présidence de la République. Il lui aurait fallu un certain temps pour reprendre le travail, car des rats avaient ou alors auraient endommagé les meubles de son bureau au niveau de la présidence de la République. Voilà, donc c'est ce que la présidence aurait annoncé. En conséquence de cet endommagement causé par des rats, le président aurait travaillé à domicile. Voilà, donc, et le 8 mai enfin 2018, le président Buhari se serait encore rendu à Londres pour un examen médical de 4 jours. Voilà, donc voilà pour le Nigeria concernant ce thème des évacuations sanitaires du président de la République. Voilà, on continue là maintenant, toujours en politique. Il s'agit des élections présidentielles aux États-Unis et plus précisément des messages de félicitations des dirigeants africains qui, en très grande majorité, ont tenu à féliciter le président élu Joe Biden. Voilà, Joe Biden. C'est un flux de dirigeants africains. Voilà, cette semaine encore, c'était à peu près le 7 novembre, donc le jour où les élections dans l'état de Pennsylvanie ont été rendues publiques, où il était très clair que Joe Biden deviendrait le prochain président des États-Unis d'Amérique. Donc il y a eu un flux de dirigeants africains qui a félicité le président élu, Joe Biden, et sa vice-présidente élue aussi, Kamala Harris, pour la victoire à l'élection présidentielle américaine. Ouais, donc la plupart des dirigeants africains ont exprimé, entre autres, dans ces messages, c'est à peu près le ténor qu'on pouvait constater dans la plupart de ces messages. Ils ont exprimé l'espoir que la victoire de Joe Biden stimulera surtout le commerce et les autres relations entre le continent africain et les États-Unis. Donc le président, entre autres, c'est-à-dire on va pas forcément tout citer les présidents ici, mais on peut citer quelques-uns quand même qui ont fait ces messages de félicitations à l'endroit du président élu des États-Unis, Joe Biden. Il y a le président nigérian, Muhammadu Buhari, dont il était question tout à l'heure. Il a tweeté entre autres que le bilan remarquable, c'est une traduction en français que nous faisons ici, qui n'est forcément pas, qui n'est pas forcément exhaustive ou alors correcte. Donc on essaye de traduire la plupart des tweets en anglais, en français ici en rédaction. Nous avons des compétences naturellement en anglais. Mais bon, il serait toujours mieux de lire soi-même si vous avez du temps, c'est aussi intéressant peut-être pour vous d'aller vous-même lire le message. Mais sinon, nous avons posté le tweet du président Buhari ici sur notre site, mais aussi celui du président de l'Afrique du Sud et d'autres présidents. Donc vous pouvez voir, si vous intéressez à ce qui s'est dit dans l'original, des messages en anglais. Donc vous pouvez vous-même visiter notre site et vous enquérir de ce qui en est. Mais sinon, la traduction en français du message du président Buhari s'intitule
en fait pas s'institue, je pense le message en intégralité. Le bilan remarquable du président élu Biden nous donne espoir qu'il apportera de la valeur ajoutée à la présidence et aux affaires mondiales. Donc ça c'est le président Buhari. Il ajoute, nous attendons avec intérêt une coopération plus étroite entre le Nigeria et les États-Unis, en particulier au niveau économique, diplomatique, politique et sécuritaire. Voilà, donc ça c'est le président Buhari. Après le président Buhari, il y a le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Le président sud-africain dit, nous félicitons, toujours traduction française, le président élu Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris et le peuple américain pour votre élection. Nous sommes impatients de travailler avec vous et d'approfondir nos liens d'amitié et de coopération. Voilà, donc c'est ce que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, entre autres, écrit sur Twitter. Et là maintenant, il y a aussi le président zimbabwéen qui n'est pas toujours forcément en odeur de sainteté avec l'administration américaine. En fait, lui aussi, il a tenu à féliciter le président Joe Biden. Il écrit entre autres le président zimbabwéen, donc son nom en passant c'est Emmerson Mnangagwa. Il adresse ses immenses félicitations à Joe Biden. Il lui souhaite réussir à présider le peuple américain et à renforcer la coopération entre les deux nations, donc entre le Zimbabwe et les États-Unis. Parmi les présidents francophones, il y avait le président du Niger, voilà, Issoufou Mahamadou, voilà, qui a fait quand même l'effort d'écrire et un message en anglais et un message en français, c'est aussi intéressant, voilà, mais le message en français, je peux vous le lire. Le président Issoufou Mahamadou dit entre autres, j'adresse toutes mes félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions et fonde l'espoir dans le renforcement de la coopération qui a toujours existé entre nos deux pays. Donc c'est ce que le président du Niger a déclaré du nom de Issoufou Mahamadou. Bah donc ça c'est pour les présidents, mais entre autres, il y avait plusieurs dirigeants africains qui ont adressé les félicitations, mais pas seulement des présidents ou alors des chefs d'État ou de gouvernement. Il y avait aussi des leaders pro-démocratie, en fait des leaders politiques qui ont tenu à féliciter le président élu, Joe Biden. Entre autres, il y avait le leader pro-démocratie au Cameroun, il y avait le leader pro-démocratie en République démocratique du Congo, donc respectivement des noms de Maurice Kamto et Fayulu. Donc entre autres le président, en fait le leader politique Maurice Kamto lui dit par exemple félicitations au président élu Joe Biden, les États-Unis apportent la preuve que la démocratie et les institutions démocratiques comptent. L'alternance politique tout autant. Je me réjouis de pouvoir travailler avec l'administration Biden pour une fois nouvelle pour le Cameroun. Voilà, donc ça c'est on les a pas tous cités, hein. Il y avait aussi le président du Gabon, Ali Bongo, il y avait le nouveau président élu de la Guinée. Il y avait celui de la Côte d'Ivoire, dont l'élection est assez contestée pour le moment. Il y avait aussi le président du Botswana, le président du Kenya, qui ont félicité le nouveau président Joe Biden. Voilà, donc ça sera tout pour cet élément d'actualité. Voilà, donc nous allons passer au prochain, qui a toujours trait avec les États-Unis. C'est une information qui nous est parvenue le 9 novembre. Le président Trump a limogé carrément son ministre de la Défense du nom de Mark Esper.
Donc le président américain Donald Trump, le président sortant, il a limogé son ministre de la Défense, ce qu'on appelle notamment le Secretary of Defense, donc le secrétaire à la défense. Donc, aux États-Unis ils disent pas ministre, mais ils disent secretary, donc secrétaire. Voilà, il a été limogé. Son ministère sera désormais géré par l'ancien directeur du Centre national de la lutte contre le terrorisme. Donc Mar Esper était entré à plusieurs reprises en conflit avec le président sortant américain Donald Trump. Donc Christopher Miller en fait sera sera le remplaçant. On fait plus moment, hein, c'est une information encore à vérifier. C'est ce qu'a en tout cas annoncé le président sur son compte Twitter. Christopher Miller avait jusqu'ici occupé les fonctions de directeur du National Counter-Terrorism Center. Les rumeurs de la mise à pied de l'ancien qui a été limogé circulant en réalité il y a depuis des mois. On s'entendait donc à une telle décision après les élections. Cependant, personne, en fait, on s'attendait à ces décisions certes, mais uniquement en cas de victoire de Donald Trump. Donc, cependant, le président a vraisemblablement perdu. C'est vrai, on n'a pas encore les résultats officiels, mais en toute vraisemblance, il semble bien avoir perdu les élections. Mais tout de même, il a limogé son ministre de la Défense juste après avoir perdu ses élections. Donc, en fait, d'après les informations que nous avons, les gens ne s'attendaient pas forcément à ce que les gens soient limogés en cas de défaite, mais bon, ça c'est en tout cas ce qui a eu lieu concernant ce limogeage. Les dessous, en réalité, il s'agit de quoi? Depuis l'été, il y avait des tensions entre le président et le ministre de la Défense, Mark Esper. Le contexte était les manifestants anti-racisme et les violences policières. Donald Trump avait à plusieurs reprises menacé de de mettre fin aux troubles dans les pays, dans l'ensemble du pays, en faisant recours notamment à l'armée si nécessaire. Pour ce faire, il aurait dû activer ce qu'on appelle aux États-Unis Insurrection Act de 1807, qui permet au président américain de déployer l'armée américaine sur le territoire national lors des circonstances précises. Voilà. Et l'ancien ministre de la Défense, Mark Esper, s'était prononcé contre l'envoi des troupes militaires pour gérer les troubles, et s'était ainsi clairement positionné contre Donald Trump. Il avait décrit une telle mesure comme dernier recours qui ne devait être utilisé que dans les situations les plus urgentes et les pires. Le fait que le désormais ancien chef du Pentagone, donc l'ancien ministre de la Défense, soit si publiquement distancé du quand même commandant en chef des armées aux États-Unis, qui est Donald Trump, est proprement inhabituel et n'a apparemment pas été bien pris par Donald Trump. Les médias américains avaient rapporté à l'époque, citant l'entourage du président, que ce dernier avait déjà été évoqué, en fait il a publiquement évoqué la question d'un remplaçant pour l'ancien ministre de la Défense. Voilà donc pour ce qu'il en est de cette question. Il y a le prochain sujet que nous voulons mettre ici en évidence, ça concerne l'Éthiopie. Pas mettre en évidence, mais traiter, dont nous voulons faire un résumé. Il s'agit de la situation très critique en Éthiopie à présent. L'Union africaine appelle à une cessation immédiate des hostilités en Éthiopie. Elle appelle à un cessez-le-feu dans la région du Tigré, située au nord de l'Éthiopie. Donc l'Union africaine a appelé à ce cessez-le-feu dans cette région du nord de l'Éthiopie où les troupes fédérales sont engagées dans une offensive contre le gouvernement local.
qu'elles accusent d'avoir attaqué une base militaire la semaine dernière. Donc il y a apparemment une tentative de sécession au niveau du nord de l'Éthiopie, dans la région de Tigré. Il faut savoir que l'Éthiopie est un pays en fait quasi fédéral, enfin on va dire de fait fédéral. Cependant, les États fédéraux sont constitués des ethnies, en fait, en majorité en tout cas. Et au nord du Tigré, voilà, c'est un État fédéral qui, comme je le disais, est constitué d'une ethnie qui a envie de faire sécession du reste de l'Éthiopie. Sur cette question, en fait, il y a eu un envoi des troupes au niveau du nord qui a été décidé par le premier ministre éthiopien. Donc, il y a vraisemblablement une guerre civile en Éthiopie en ce moment au niveau du nord. L'Union africaine s'est prononcée sur ces questions. Le président Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a appelé à la sécession immédiate des hostilités et appelé aussi les parties à respecter les droits de l'homme et à assurer la protection civile. Donc c'est ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a déclaré en tout cas c'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué. Et il a aussi appelé entre autres à des pourparlers entre les deux parties. Donc on va courir parce que le temps presse quand même. Il s'agit très rapidement ici de parler quand même aussi d'un sujet d'actualité concernant le Cameroun. Il y a une victime de la crise anglophone au Cameroun qui a été mise aux arrêts. La justice, semble-t-il, l'accuserait d'avoir mis en cause les forces gouvernementales engagées depuis 2017 dans une offensive contre, ici aussi, des groupes séparatistes. Cependant, pas dans le nord, mais dans les régions d'expression anglaise du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le nom de la dame en question, apparemment, si c'est ce qui court dans les réseaux sociaux camerounais, elle s'appellerait Stéphanie Njomo, mais c'est encore à vérifier. Et c'est une victime de conflits armés en zone anglophone, opposant les forces gouvernementales et groupes séparatistes, comme je le disais tout à l'heure. Dans une émission à forte audience dans un média camerounais, elle avait eu à parler ouvertement de ses souffrances, de ses difficultés dans la zone en conflit. Partie de la ville appelée Kumba, située au sud-ouest du Cameroun, où elle aurait vécu pendant plusieurs années. La dame en question, Stéphanie Njomo, raconte les circonstances difficiles de son départ, son repli obligatoire dans la forêt. Elle évoque notamment le décès de ses enfants et met en lumière le climat permanent de terreur qui règne quand même dans la zone. Donc ému par ce témoignage, plusieurs Camerounais s'étaient surtout manifestés sur la toile en exprimant à la jeune dame, Madame Stéphanie Njomo, tout leur réconfort. Cependant, dans leur publication, nombreux ont profité aussi pour remettre en question l'opportunité de la guerre faite par le gouvernement camerounais dans cette zone. L'opportunité, le bienfait. Plusieurs Camerounais sur les réseaux sociaux remettaient la démarche gouvernementale en question. La dame Stéphanie Njomo, selon différentes sources, aurait été mise aux arrêts cette semaine encore. C'était en début de semaine. La justice camerounaise lui reprocherait d'avoir mis dans ses propos les forces gouvernementales en course dans l'armée, et ce à des fins politiques. Voilà. Le Cameroun est secoué depuis 2017 par une guerre civile dans l'ouest anglophone du pays. L'armée est en guerre contre des groupes armés exigeant la séparation de ce qu'ils considèrent comme état d'Ambazonie, voilà, du reste du territoire national. Plus de 3000 personnes auraient déjà trouvé la mort dans le cadre de ce conflit. Voilà.
on s'en va maintenant traiter du tout dernier sujet qui concerne le Mozambique. Voilà. La situation est très critique au Mozambique à présent. L'Organisation des Nations Unies appelle à l'ouverture d'une enquête. Elle appelle l'État du Mozambique à enquêter sur les informations selon lesquelles des milices, plus précisément des militants islamiques, auraient massacré des villageois, auraient décapité et des femmes et des enfants dans une région du nord agitée. Voilà, donc au Mozambique, les médias locaux rapportent que pas moins de 50 personnes seraient mortes ces derniers jours dans des attaques perpétrées par des combattants liés à l'État islamique. La violence aurait augmenté cette année. Dans la région appelée Cabo Delgado, c'est une province qui borde la Tanzanie, et cette province est le site d'un projet de gaz naturel, c'est important de le relever, et ce projet de gaz naturel a une valeur de plusieurs milliards de dollars américains. Voilà, donc cette violence alarme les gouvernements à travers l'Afrique australe. Le secrétaire général des Nations Unies, quant à lui, Antonio Guterres, a appelé à l'ouverture d'une enquête dans un communiqué rendu public mardi soir. Voilà. En fait, le communiqué, pour vous en faire lecture, le secrétaire général est choqué par les récentes informations faisant état de massacres commis par des groupes armés non étatiques dans plusieurs villages, y compris la décapitation et l'enlèvement des femmes et des enfants. Donc c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Ces militants djihadistes cherchant à se tailler un État islamiste ont lancé des attaques dans la région de Cabo Delgado en 2017 déjà, et se sont emparés de villes clés pendant de brèves périodes et ont atteint des sites militaires cette année aussi. Voilà, donc en septembre, Amnesty International a accusé des soldats mozambicains d'avoir commis des atrocités lors de la répression de ces violences des djihadistes. Mais le ministère de la Défense du Mozambique avait rejeté ces allégations, affirmant que des militants islamistes, donc de l'État islamique, se faisaient régulièrement passer pour des soldats. Voilà, nous devons mettre fin à cette toute première édition. Hein. On avait prévu entre 10 et 30 minutes selon les sujets. Donc là maintenant, nous avons carrément débordé déjà les 30 minutes. Mais voilà, donc nous espérons que cette première expérience n'était pas très décevante. Nous allons continuer dans cette lancée, c'est-à-dire à faire régulièrement des récapitulatifs de l'actualité, surtout africaine, d'abord africaine, mais aussi un peu de l'actualité dans le monde. N'hésitez pas à nous donner votre point de vue, à émettre des critiques, voilà aussi, ça c'est important, pour que notre équipe puisse s'améliorer. Nous sommes une équipe de jeunes dynamiques, nous sommes nouveaux, nous aimons tous l'Afrique, nous voulons vous donner de la bonne information, nous voulons traiter de l'actualité africaine, et on a toujours besoin de sorte de feedback. Voilà, pour savoir à quel niveau nous en sommes, est-ce que il y a lieu de s'améliorer ou pas. Voilà, donc nous comptons sur vos critiques, sur vos remarques, s'il y a des choses qui vous ont plu, voilà, vous pouvez aussi les noter en commentaire. Voilà, donc sinon pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très belle journée, et à la prochaine fois. Bye bye.